Bonjour, donc Sébastien Salvador, donc je viens de l'Université de Tours. Je remercie d'abord les organisateurs de m'avoir convié pour vous présenter donc ce concept d'érosion des surfaces continentales. Et j'associe à cette présentation donc Olivier Sardan qui a participé à sa conception du BRGM. Alors, je vais parler d'érosion bien évidemment à une échelle de temps qui est l'échelle de l'Anthropocène. C'est en fait une nouvelle ère géologique qui est encore en discussion, mais qui est de plus en plus évidente, c'est-à-dire que l'homme lui-même est l'agent principal aujourd'hui de l'évolution de notre planète, ce qui n'était pas le cas encore il y a peu de temps. Et donc on est passé probablement dans cette ère de l'Anthropocène. Alors pour commencer, je vais vous présenter le concept d'érosion des sols, qui est en fait un processus naturel. C'est un processus de dégradation de la partie supérieure du sol. En fait, ça peut se faire sous l'impact de différents agents et forces, l'eau, le vent, la glace, les variations de température, et puis aussi les phénomènes de gravité. Alors par exemple, l'érosion par le vent est quelque chose qui va s'opérer dans des contextes climatiques assez différents du nôtre, plutôt des climats arides ou semi-arides, donc je n'en parlerai pas dans ma présentation aujourd'hui, et ça sera, je pense, pas abordé par mes collègues. Par contre, je vais me focaliser sur l'érosion par l'eau, qui est combinée à la force de gravité, qui en fait a l'impact le plus important à la surface de la planète. Alors qu'est-ce que cette érosion par l'eau ? C'est un processus de détachement des particules de sol sous l'effet de l'impact des gouttes de pluie. Vous en avez une illustration en photo. Et puis ces particules sont transportées sur les versants et puis sont déposées plus ou moins loin dans le paysage. Alors, ce processus est extrêmement important et il est inscrit dans l'histoire géologique de la Terre. Il a donc toujours existé. Il a façonné la quasi-totalité des reliefs qui nous entourent à la surface de la planète. Et ceci, c'est la conséquence de la tectonique des plaques et puis aussi des grandes évolutions climatiques qu'on a connues au cours de l'histoire de la planète. Alors, les taux d'érosion naturelle sont très variables à la surface de la planète, mais pour vous donner une idée de ces taux d'érosion, je parlerai souvent de taux d'érosion dans l'exposé. Avant la mise en culture, dans les secteurs aujourd'hui où on est en culture, on avait des taux d'érosion de l'ordre de 0 à 2 tonnes par hectare et par an. Alors, à l'opposé de l'érosion, il y a la formation des sols. Le sol est issu de la fragmentation physique et de l'altération chimique des roches. C'est un processus extrêmement lent. Pour vous donner une idée, alors c'est extrêmement variable suivant les conditions du milieu, mais en moyenne, donc, le sol se forme à une vitesse de 0,7 tonnes par hectare et par an. Donc autrement dit, on forme à peu près 60 cm de sol en 10 000 ans. Autrement dit aussi, c'est un capital absolument non renouvelable à l'échelle de temps humaine. Si ce sol s'en va, on ne peut pas le reconstituer à l'échelle de temps humaine. Alors l'équilibre naturel, c'est-à-dire sans intervention de l'homme, il est variable. Donc l'érosion naturelle, elle s'exprime sous l'impact de l'érosivité des pluies, de l'agressivité des pluies, sous l'impact aussi du relief. Vous savez bien que plus il y a de pente, plus le sol est susceptible de bouger. Sous l'impact des propriétés de sol, tous les sols ne sont pas aussi susceptibles de subir l'érosion. Et puis aussi sous l'impact de la végétation, qui elle-même va exercer un effet protecteur vis-à-vis de l'érosion, puisqu'en fait elle va freiner ou limiter en tout cas l'impact des gouttes de pluie au sol. Alors en fait, si la production de sol, le taux de production de sol est supérieur au taux d'érosion, on peut avoir un épaississement de sol. Et si la balance est à l'inverse, c'est-à-dire que la production de sol est inférieure au taux d'érosion, on aura une destruction du sol. Alors actuellement, c'est le schéma qui vous est montré en dessous. Je vous présente ici l'intensité de la production du sol sur l'axe horizontal. Et puis en dessous, vous avez l'érosion en milieu naturel. Et on voit que la production de sol est globalement aujourd'hui supérieure à l'érosion en milieu naturel. Autrement dit, on est dans un contexte actuellement où on favorise la production de sol. Alors, maintenant, on va passer à l'influence de l'homme. Cette influence de l'homme sur l'érosion des sols, elle est très ancienne. Elle ne date pas de quelques décennies. En fait, il y a eu quelque chose de très important qui s'est produit à une époque qu'on appelle le néolithique. C'était la sédentarisation de l'homme. C'est-à-dire que l'homme a évolué d'une civilisation de chasseurs-cueilleurs vers l'agriculture. Donc, il a déforesté de manière assez importante, mis en culture et puis élevé.
Tout ceci a évoqué une érosion des sols, donc sous l'influence humaine. Alors, je vous montre une petite carte ici pour vous montrer en fait cette installation de l'agriculture, notamment en Europe, et vous voyez qu'elle s'est installée en gros depuis 9000 ans au Moyen-Orient jusqu'à un peu moins de 6000 ans, il y a un peu moins de 6000 ans, dans cette partie de l'Europe. Alors un exemple ici d'histoire de l'érosion du sol sous l'influence de l'homme, comment reconstituer cette histoire de l'érosion. Alors autant on peut mesurer l'érosion actuelle, en tant que chercheur c'est ce qu'on fait, autant c'est plus compliqué d'aller voir ce qui s'est passé dans le passé. Et pour ça il n'y a pas 36 solutions, il y en a quelques-unes, et l'une d'entre elles c'est d'aller dans des lacs, dans des étangs, et d'aller récupérer les sédiments qui se sont accumulés au fond de ces lacs et ces étangs, parce que ça constitue des enregistreurs de l'histoire de l'érosion passée. Un exemple ici donc avec le lac du Bourget, donc dans les Basses-Alpes. Donc en fait, dans ce sédiment, dans ces carottes de sédiments qu'on va prélever, on peut mesurer différentes choses, et notamment certaines molécules. Et on a mesuré ici, dans cet exemple, 2 molécules. Une molécule qui lorsqu'elle est présente, marque le fait qu'on a de l'érosion des sols, le TTHC ici, et puis une autre molécule, la miliacine, qui marque en fait la mise en culture, notamment dans cette région-là du millet. Alors sur ce graphique, donc il faut le lire à l'envers, donc le passé est vers votre droite. Sur ce graphique, on voit que jusqu'à 8000 ans avant Jésus-Christ, en fait, on avait une érosion qui s'exprimait de manière assez importante, puisque les taux de TTHC sont importants, et qui était liée en fait à la fin de la déglaciation dans les Alpes. Et puis, on a eu une longue période de plus de 6000 ans dans cet exemple-là, où en fait, on n'avait plus de TTHC, donc plus d'érosion des sols. Donc une période de faible érosion qui était extrêmement favorable à la formation des sols, à la pédogénèse. Et puis, on le voit, à partir de 1700 avant Jésus-Christ, on a l'apparition de cette fameuse miliacine qui marque la culture du millet, qui n'existait pas, donc bien sûr, avant. Et puis, de manière concomitante, vous le voyez, une explosion des taux de TTHC qui montre que l'érosion a véritablement redémarré, et cette fois-ci pour des causes humaines. Donc ici, on a eu une prise de relais, en quelque sorte, entre une érosion climatique, je dirais, liée à la fin des périodes glaciaires, par l'érosion humaine, dans une période, finalement, qui était une période de grande stabilité pour les sols. Alors ça, c'était dans un endroit, mais en fait, des carottes ont été effectuées comme ça dans le monde entier. Et puis, en fait, on a démontré le lien entre l'augmentation de l'érosion des sols et la déforestation. Et en gros, cette augmentation de l'érosion des sols, elle est centrée sur environ 2000 ans avant Jésus-Christ, mais c'est bien évidemment très variable suivant les régions du globe. Pour l'Europe, je viens de vous le montrer, donc là on était dans un contexte particulier dans les Alpes, c'était un petit peu tardif, mais c'est beaucoup plus récent dans d'autres régions, et notamment par exemple en Amérique du Nord, où l'érosion a véritablement démarré lorsque les colonisateurs européens sont arrivés en Amérique. Alors ici, en fait, on trace avec cette arrivée de l'érosion un phénomène majeur, un phénomène global à l'échelle mondiale, et c'est sans doute la première influence majeure de l'homme à l'échelle de la planète sur son environnement. Alors ceci a eu des effets dévastateurs. Il y a eu des conséquences extrêmement importantes pour les civilisations par le passé. Là, je vous cite ici Platon, par exemple, qui n'a rien à envier aux scientifiques qu'on est aujourd'hui, puisqu'il disait « Notre terre est demeurée par rapport à celle d'avant, comme le squelette d'un corps décharné par la maladie, les parties molles et grasses de la terre ont coulé tout autour, et il ne reste plus que la carcasse nue de la région. » Donc ça, c'est à peu près l'état de la Grèce aujourd'hui, c'est-à-dire finalement des sols qui ont disparu par le biais de l'érosion, et donc toutes les régions méditerranéennes aujourd'hui sont occupées par des sols extrêmement caillouteux, peu fertiles et peu épais. Donc c'est un véritable problème, et ça a sans doute participé aussi du déclin de certaines civilisations. Et puis plus récemment, on peut citer, alors je le citerai pour mémoire, l'érosion éolienne aussi, je parle essentiellement ici de l'érosion par l'eau, mais dans les années 30, dans le Midwest aux États-Unis, vous avez eu le Dust Bowl, c'est-à-dire en fait une mise en culture de zones qui étaient auparavant en prairie. Et puis en période de sécheresse, en fait, ces sols étaient emportés par le vent. Et donc on a eu une perte considérable de sols, et ces sols sont devenus à cette époque-là infertiles. Donc ça a eu des conséquences économiques extrêmement graves. Alors qu'en est-il plus récemment? Est-ce qu'on a finalement aujourd'hui une accélération de l'érosion par rapport à ce qu'on a connu dans les périodes que j'évoquais? Alors, il faut savoir qu'il y a une évolution contrastée des surfaces agricoles dans le monde. Je vous montre ici l'évolution des surfaces entre 1998 et 2011. Tout ce qui est en rouge, c'est une augmentation des surfaces agricoles, et tout ce qui est en vert, c'est une diminution des surfaces agricoles. Alors si on regarde ça ici sous forme de graphique, en haut, vous avez en fait l'évolution des surfaces agricoles pour les pays en voie de développement, notamment ici l'Amérique du Sud, l'Afrique et l'Asie.
Et on voit qu'on a une expansion très très importante et continue des surfaces cultivées dans ces pays-là. Pour exemple, en Afrique, on est passé de quelques centaines de millions d'hectares, dizaines de millions d'hectares, excusez-moi, en Afrique dans les années 1900, à aujourd'hui plus de 250 à 300 millions d'hectares. Donc on a eu une augmentation extrêmement importante de ces surfaces cultivées et ça se poursuit. Et ça se fait aux dépens de la végétation native la plupart du temps. Inversement, en Europe, ici en Amérique du Nord, comme vous pouvez le voir sur le second graphique, en fait, on a une diminution de ces surfaces cultivées. En fait, c'est lié principalement à l'abandon de surfaces agricoles qui ne sont pas les plus favorables à l'agriculture intensive et aussi à l'urbanisation. Et tout ceci s'est soldé par une reconquête de la végétation, par exemple avec un taux de reforestation significatif en France. Alors un exemple ici dans les pays du Sud des effets drastiques de cette déforestation actuelle, c'est par exemple ici le Cerrado brésilien, où on fait de la mise en culture par déforestation tout simplement. Donc si on évalue les taux d'érosion du Cerrado, les taux d'érosion naturels, autrement dit on est aux alentours de 0,1 tonne par hectare et par an, et dès lors qu'on met en culture, en fait dans une agriculture je dirais classique, on passe à 12,4 tonnes, c'est-à-dire qu'on multiplie par 100 les taux d'érosion. Donc ceci n'est absolument pas durable en regard des taux de production que je vous évoquais tout à l'heure. Alors qu'en est-il pour les pays du Nord maintenant, ou les pays entre guillemets développés? On a vu qu'on avait une déprise agricole, donc on peut se dire on a peut-être une diminution de l'érosion, ce qui serait plutôt une bonne chose. En fait, il n'en est rien. Ici, vous avez un exemple, alors il y a peu d'exemples, on est obligé de repartir sur nos carottes sédimentaires que je vous évoquais tout à l'heure, donc c'est assez lourd pour faire ces études sur des périodes de temps assez longues. Ici, dans le Midwest, par exemple, vous avez une étude qui a été faite sur 32 lacs et vous voyez que les taux d'érosion, en fait, ont augmenté de manière significative, en moyenne avec la courbe rouge, entre les années 1800 et puis les années 2000, et ça se poursuit. Donc on est plutôt sur une augmentation significative de ces taux d'érosion, malgré la déprise agricole. Voici une compilation d'études sur des petits bassins versants qui sont répartis à travers le monde, de l'ordre de 100 km² ou moins, plutôt dans les pays développés. Eh bien, on observe de manière significative et quasiment systématique une forte augmentation de l'érosion autour des années 1950. Et il y a probablement un lien, et même très probablement un lien, avec les bouleversements liés à la modernisation de l'agriculture. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous le savez très bien, on a eu, notamment si je prends des exemples plus près de chez nous, un changement radical de paysage qui eux-mêmes étaient stabilisés depuis plusieurs siècles, depuis en gros le Moyen-Âge. Ici, vous avez un paysage en 1949 en Ille-et-Vilaine, à Saint-Christophe-des-Bois. Vous voyez un réseau de parcelles très petit, un réseau bocager extrêmement dense. Et puis, vous voyez la même image en 2017, avec des parcelles beaucoup plus grandes et un réseau bocager qui a disparu, ou quasiment disparu. Donc ici, vous voyez un changement drastique de paysage qu'on n'a pas connu en fait pendant des siècles auparavant. Donc ceci est lié au remembrement. Vous avez une carte ici qui vous montre les communes remembrées au cours du temps. Ça a commencé au sortir de la Seconde Guerre mondiale et puis ça s'est poursuivi largement jusqu'à la fin des années 80 et encore aujourd'hui. Et ceci, donc on l'a vu, se solde aussi, et pas seulement, mais par des arrachages de haies. On a recalibré les cours d'eau aussi. Je vous en donne un exemple ici en photo. Donc les cours d'eau, maintenant, c'est des autoroutes, en quelque sorte, pour l'eau, et c'est fait pour. C'est-à-dire qu'on veut évacuer l'eau le plus vite possible. Et puis, surtout, on veut pouvoir cultiver sur des parcelles qui soient accessibles facilement et cultivables facilement. Et puis, enfin, on a eu un recours accru au drainage agricole. Et tout ceci a abouti à une accélération des flux d'eau dans le paysage, tout simplement parce qu'on a augmenté la connectivité dans ces paysages. Il y a moins de barrières dans le paysage pour l'eau, et donc ça augmente les flux d'eau, et donc ça augmente l'érosion. Un exemple ici sur le bassin versant du Lourou, en Indre-et-Loire, sur lequel on travaille, donc un bassin versant instrumenté. Donc ce bassin versant fait 25 km², il a tout ce qu'il y a de plus classique en termes d'agriculture. Il a la particularité d'avoir un étang à son exutoire, donc une archive de l'érosion sur ce territoire-là, qui est présente depuis 1000 ans. En fait, des pentes extrêmement faibles. Vous le voyez ici, moins de 0,5%. C'est vraiment très très faible. Essentiellement des grandes cultures, avec des remembrements très importants dans les années 50, des cours d'eau qui ont été recalibrés. On a créé sur ces 25 km², 30 km de fossés. On a eu un recours accru au drainage agricole. Et puis on a mesuré l'érosion depuis les versants. Avant 1950, cette érosion était de l'ordre de 0,02 tonnes par km² et par an. Elle est passée, par hectare, excusez-moi, je me suis trompé, ce n'est pas des kilomètres carrés, c'est des hectares, pardonnez-moi.
Elle est passée, cette érosion, dans les années 50 à 6 tonnes par hectare et par an. Donc il y a eu une explosion sédimentaire en lien avec la recalibration, notamment de recalibrage de ces cours d'eau, qui a déstabilisé les berges des cours d'eau notamment, et donc il y a eu beaucoup d'érosion de berges à cette époque-là. Et puis actuellement on est redescendu, donc les taux d'érosion redescendent et ils sont de l'ordre de 0,9 à 1 tonne par hectare et par an. Alors on peut se dire, c'est bien, mais en fait on ne retourne pas à l'état initial. Les flux actuels érosifs sont 60 fois plus élevés que ceux qui avaient cours avant les grands changements paysagers. Donc on n'est pas du tout dans une situation stable. L'étang que vous voyez là est l'un des plus grands d'Indre-et-Loire et il disparaîtra dans 50 à 100 ans à ce taux d'érosion-là, alors qu'il a 1000 ans. Donc est-ce que le retour à l'équilibre est possible? Alors quels sont les enjeux? Rapidement. Donc on l'a dit, on a la production de sol, on a l'érosion en milieu naturel et on a vu que on était plutôt dans un système naturel où les sols s'épaississaient globalement dans le monde, en moyenne. Et puis, depuis qu'on a mis en place l'agriculture entre guillemets conventionnelle, ces taux d'érosion ont très fortement augmenté. Ils ont été multipliés, on l'a vu par exemple par 100 pour le cerrado brésilien. Donc cette érosion étant très supérieure en agriculture conventionnelle par rapport à la production de sol, on est dans un système en déséquilibre et donc on perd le capital sol en moyenne. Alors aujourd'hui, il est reconnu que l'érosion des sols est un contributeur majeur de la dégradation de la ressource mondiale en sol. Et on estime qu'un tiers des sols de la planète sont dégradés par l'érosion. Vous en avez une illustration sur la carte. Et ces taux, on estime qu'ils vont augmenter très fortement d'ici à 2050. Rien qu'en Europe, en fait, 130 millions d'hectares sont touchés par l'érosion, 1 300 000 km² sont touchés par l'érosion, et l'érosion moyenne est de l'ordre de 2,5 tonnes par hectare et par an. Alors on a des effets à la fois sur site, c'est-à-dire une baisse de fertilité du sol, une baisse de la productivité, voire, si on atteint la roche, une impossibilité de cultiver, ce qui est donc une menace pour la production alimentaire mondiale et une menace à court terme dans certaines régions. Et puis on a des effets hors site aussi qui vous seront évoqués dans les présentations qui vont suivre, avec notamment un colmatage et un envasement des hydrosystèmes, ce qui est néfaste pour la vie dans les cours d'eau, un transfert accru de polluants, et puis un certain nombre de dommages potentiels sur les infrastructures. Alors il faut retrouver l'équilibre, le plus possible en tout cas par rapport à un système naturel, et pour cela il faut changer, modifier nos pratiques agricoles et passer notamment à une agriculture de conservation. Donc tout à l'heure, il y aura une intervention qui vous montrera ce qu'on peut faire pour arriver à cela, de manière à atteindre un pseudo-équilibre entre production et érosion des sols. Pour cela, il faut identifier les zones à risque, ça vous sera présenté. Donc, par exemple, ici, une carte de l'allée-érosion sur le bassin Seine-Normandie. Et il faut couvrir les sols et limiter la connectivité dans les paysages. Je vous remercie.